Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Léa rentrait plus tôt du travail ce soir-là, une pluie fine collant ses cheveux sur son visage, quand elle inséra la clé dans la porte de leur maison silencieuse. Le couloir, plongé dans une pénombre oppressante, sentait étrangement le jus d'agrumes. En avançant, elle aperçut Marc dans la cuisine, concentré, le visage grave, en train de presser des oranges comme s'il préparait un rituel secret. Elle resta figée quelques secondes à observer la scène, son cœur battant plus fort qu'à l'accoutumée, persuadée qu'un imprévu l'avait amenée à rentrer avant elle. L'ambiance semblait suspendue, presque solennelle, comme si chaque goutte de jus tombant dans le verre rythmait une musique funeste qu'elle seule pouvait entendre. Les murs, d'ordinaire chaleureux, lui parurent soudain étrangers et menaçants, tandis qu'elle s'avançait lentement vers son mari. Elle voulut l'appeler, mais sa voix se bloqua dans sa gorge, une intuition viscérale lui soufflant que rien n'était normal dans ce décor familier. Le parfum d'agrumes emplissait ses narines avec une intensité angoissante, comme si l'air lui-même cherchait à l'avertir d'un danger invisible. Marc leva enfin les yeux vers Léa, son visage s'illuminant d'un sourire figé qui la transperça d'un frisson glacial. Ses lèvres s'étirèrent comme une marionnette mal huilée, sans que ses yeux n'expriment la moindre tendresse, laissant transparaître un vide inquiétant. Léa, troublée, se força à sourire en retour, persuadée qu'il avait peut-être voulu la surprendre après sa rude journée, mais une angoisse grandissante lui serrait la poitrine. Il tendit le verre de jus avec un geste théâtral, presque trop soigné, comme s'il jouait un rôle qu'il ne maîtrisait pas tout à fait. Chaque seconde s'étirait, et le silence devenait plus lourd que jamais, pesant comme un orage sur le point d'éclater. La lumière blafarde de la cuisine accentuait les ombres sur le visage de Marc, dessinant des traits qu'elle n'avait jamais remarqués, froids, presque cruels. Elle se demanda s'il n'était pas en train de se moquer d'elle, si ce sourire n'était pas une mascarade pour masquer une intention bien plus sombre. Un vertige la saisit, et elle réalisa qu'elle ne reconnaissait plus l'homme qu'elle avait épousé, comme si un inconnu portait son visage. Léa accepta le verre avec un léger tremblement dans la main, remerciant Marc d'une voix basse, presque éteinte, tandis qu'un silence pesant continuait d'engloutir la pièce. Elle tenta de le remercier plus chaleureusement, mais chaque mot sonnait faux, comme un écho dans un tombeau, et Marc, impassible, semblait savourer son malaise. Leurs regards se croisaient à peine, comme deux étrangers jouant un scénario écrit par un marionnettiste cruel, et Léa ressentit un froid glacial la parcourir malgré la chaleur étouffante de la cuisine. Ses pensées se bousculaient, était-elle en train de se faire des idées, ou cet instant dissimulait-il un drame qu'elle pressentait sans pouvoir le nommer? Marc, lui, continuait de l'observer avec un calme presque animal, comme un prédateur guettant la réaction de sa proie avant de fondre sur elle. La tension dans ses épaules était si palpable qu'elle aurait pu se briser en 1000 morceaux si elle faisait un geste de trop. La simple sensation du verre contre sa paume lui paraissait déjà étrangère, comme si ce contact était le symbole de quelque chose de bien plus grave qu'un simple dîner improvisé. Dans son esprit, une alarme silencieuse venait de se déclencher, et elle comprit qu'un point de non-retour venait peut-être d'être franchi. Léa approcha le verre de ses lèvres, mais une odeur légèrement amère lui parvint, un parfum étrange qui ne ressemblait en rien au jus qu'elle avait l'habitude de boire chaque matin. Son estomac se serra d'un coup et elle fixa Marc, qui buvait déjà une gorgée de son propre verre, l'air faussement détendu, comme s'il jouait un rôle pour la rassurer. Chaque seconde devenait un supplice tandis qu'elle respirait cette senteur suspecte, mélange d'agrumes et de quelque chose d'acide, presque métallique. Elle tenta de se convaincre qu'elle s'imaginait des choses, que la fatigue de la journée déformait ses perceptions et alimentait ses angoisses. Pourtant, un frisson glacé lui parcourut l'échine et un instinct primal lui hurlait de ne pas avaler cette boisson qui, quelques instants plus tôt, semblait inoffensive. Elle sentit son cœur battre la chamade, consciente que le moindre faux pas pouvait la condamner. Elle reposa légèrement le verre sur la table sans le lâcher complètement, ses doigts crispés autour du pied du verre, comme si elle avait besoin de ce contact pour rester ancrée dans la réalité. Elle força un sourire mal assuré en croisant le regard de Marc, qui ne clignait presque plus des yeux, comme s'il attendait avec une impatience malsaine qu'elle boive enfin.
Le tic-tac de l'horloge au mur résonnait dans sa tête comme un compte à rebours, amplifiant chaque seconde de ce face-à-face devenu terrifiant. Son souffle était court, son regard balayant la pièce à la recherche d'un indice, d'une porte de sortie, d'un signe qui la rassurerait. Rien n'apparaissait pour dissiper l'atmosphère oppressante qui s'était abattue sur eux comme une chape de plomb. Chaque fibre de son être lui criait que ce verre était la clé d'un piège mortel. Sans réfléchir plus longtemps, Léa trouva la force de tendre son verre vers Marc pour trinquer, dissimulant son angoisse derrière un sourire nerveux, et dans un geste habile, elle échangea discrètement les deux verres. Elle se répéta qu'elle devait être paranoïaque, que la fatigue et le stress lui jouaient des tours, mais un instinct viscéral refusait de la laisser ignorer ce qu'elle pressentait. Son geste fut si fluide que Marc ne sembla rien remarquer, concentré sur ses propres pensées, comme si le scénario qu'il avait en tête se déroulait enfin comme prévu. Léa sentit une vague de panique monter en elle, mais elle força son corps à paraître détendu, consciente qu'elle jouait à présent un rôle dont dépendait peut-être sa vie. Elle n'osait pas respirer profondément, de peur que son trouble se voie et déclenche une réaction violente de Marc, qu'elle sentait prêt à tout. Ses mains moites tremblaient légèrement, mais elle réussit à contrôler sa voix en lançant un « à nous » presque inaudible. Le son cristallin des verres qui s'entrechoquèrent résonna comme un coup de tonnerre dans la cuisine silencieuse, marquant le début d'un duel dont elle ne connaissait pas l'issue. Marc but une grande gorgée, et Léa porta son verre à ses lèvres en faisant mine de boire, laissant le liquide effleurer à peine sa bouche. Elle sentit sa gorge sèche comme du sable, incapable de forcer sa main à avaler cette gorgée empoisonnée. Le temps paraissait suspendu, chaque respiration lui coûtait un effort immense tandis qu'elle observait Marc du coin de l'œil, cherchant le moindre signe de changement. Elle ne pouvait plus revenir en arrière, elle avait pris une décision irréversible qui scellerait leur destin à tous les deux. Son esprit s'armait déjà pour affronter ce qui allait suivre, persuadée qu'une partie mortelle venait de commencer. Léa posa son verre sur la table avec un calme fin et engagea la conversation, cherchant désespérément un sujet anodin pour masquer le chaos intérieur qui la déchirait. Ses mots se perdaient dans un flot de phrases sans intérêt, qu'elle entendait à peine tant son esprit était focalisé sur la respiration de Marc. Il continuait à sourire, mais son visage se tendait imperceptiblement, et elle nota un léger tremblement dans sa main gauche, un signe qu'elle interpréta comme le début d'une réaction inattendue. Chaque seconde s'étirait à l'infini, transformant le silence en un hurlement assourdissant qui résonnait dans sa tête comme un avertissement. Les murs semblaient se rapprocher, l'air devenait plus lourd, et Léa sentait sa vision se brouiller sous l'effet de la peur et de l'adrénaline. Elle répétait mentalement qu'elle devait tenir, qu'elle ne devait pas révéler qu'elle avait compris le piège. Elle fixait le moindre mouvement de Marc, analysant chaque battement de cils, chaque micro-expression, prête à réagir au moindre signe de danger. Son cœur cognait contre sa poitrine comme un tambour de guerre, répercutant un écho dans ses oreilles qui couvrait même le son du réfrigérateur. Elle remarqua alors un tressaillement au coin de la bouche de Marc, un léger spasme qui la glaça d'effroi et confirma ses soupçons. La tension devint insoutenable, chaque respiration était un combat, chaque seconde un pas vers un dénouement tragique qu'elle ne savait plus comment éviter. Elle se força à garder ses mains sur la table, les doigts entrelacés, pour masquer leur tremblement et continuer son rôle jusqu'au bout. Elle comprit alors que le piège qu'on lui avait tendu était en train de se refermer, mais pas sur elle. 4 minutes plus tard, Léa vit le teint de Marc se transformer soudainement, son visage déjà pâle devenant livide comme s'il avait été vidé de son sang en un instant. Son souffle se fit sifflant, rauque, chaque inspiration semblant lui coûter un effort démesuré, et ses yeux, d'ordinaire si assurés, se mirent à cligner frénétiquement comme s'il luttait pour rester conscient. Léa sentit son estomac se nouer, partagé entre la terreur et la certitude glaçante qu'elle avait eu raison d'écouter son instinct. Marc porta la main à sa gorge, ses lèvres se tordant en une grimace de douleur qui le rendait méconnaissable, comme si le masque de Marie-Aimant tombait enfin pour révéler le monstre tapi derrière. Elle entendait son propre cœur battre si fort qu'il couvrait le tic-tac de l'horloge, tandis que la sueur perlait sur son front malgré la fraîcheur de la pièce. Elle resta figée, hypnotisée par ce spectacle horrifiant, consciente que la vérité éclatait sous ses yeux. Elle ne trouva pas la force de bouger, observant Marc qui tentait de se lever de sa chaise,
ses jambes fléchissant comme si elle ne supportait plus le poids de son corps. Sa respiration devint un sifflement aigu, presque animal, et son regard se troubla, incapable de se fixer sur elle ou sur quoi que ce soit d'autre dans la pièce. Léa sentit un mélange d'effroi et de soulagement la submerger, car ce qui se déroulait confirmait ses pires soupçons, le poison qu'il avait préparé était bien destiné à elle. Chaque seconde amplifiait la sensation d'irréalité, comme si elle assistait à une scène de cauchemar dont elle ne parvenait pas à s'extirper. Les souvenirs des moments heureux avec Marc défilaient dans sa tête, se fracassant un à un contre la réalité cruelle qui lui faisait face. Elle comprit qu'aucun retour en arrière n'était possible, que leur vie venait de basculer à jamais. Marc tenta désespérément de se lever, ses mains agrippant la table comme un naufragé cherchant une planche de salut, mais son corps le trahit et il s'effondra lourdement sur le carrelage froid. Léa laissa échapper un cri étranglé, le son se répercutant dans la cuisine vide comme un écho sinistre qui scella le drame qui se jouait. Les yeux écarquillés, elle vit son mari convulsé, ses membres se tordre dans un spasme incontrôlable, frappant le sol dans un bruit sec qui la fit sursauter. L'air semblait figé, comme si le temps s'était arrêté pour contempler cette scène de trahison ultime, laissant Léa pétrifiée par la peur. La respiration sifflante de Marc se transforma en un râle qui fit vibrer chaque fibre de son être, un son si inhumain qu'elle eut la certitude qu'il n'y aurait pas de retour possible. Elle recula d'un pas, son corps incapable de répondre à ses ordres tant la terreur était intense. Ses jambes menaçaient de céder sous son poids tandis qu'elle s'adossait à un meuble pour ne pas tomber, les larmes commençant à brouiller sa vue. Elle voyait Marc, autrefois l'homme qu'elle aimait, réduit à un corps convulsant qui se battait pour chaque souffle, et elle se demanda comment ils en étaient arrivés là. Chaque seconde s'éternisait dans un silence oppressant, entrecoupé seulement par le bruit sinistre de la respiration de Marc et le fracas de ses souliers heurtant le sol. Léa tenta de reprendre son souffle, consciente qu'elle devait agir, qu'elle ne pouvait pas rester spectatrice de cette horreur sans fin. Son esprit se débattait entre l'envie de fuir et le besoin de sauver celui qui venait pourtant d'essayer de la tuer. Elle comprit alors que la panique n'épargnait ni victime ni coupable, et qu'elle était désormais seule face à un destin cruel. Léa attrapa son téléphone posé sur le plan de travail, ses doigts glissant sur l'écran tant il tremblait, incapable de composer correctement le numéro des urgences à la première tentative. Sa respiration saccadée l'empêchait de réfléchir clairement, chaque bip sonore de son téléphone résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence pesant de la pièce. Les sanglots commençaient à monter dans sa gorge, étouffant sa voix alors qu'elle répétait à haute voix l'adresse de leur maison comme un mantra pour ne pas sombrer. Elle parvint enfin à appeler les secours, balbutiant des mots incohérents, suppliant qu'on vienne vite, que quelqu'un sauve Marc, même si elle ignorait encore si elle le voulait vraiment. Ses mains ne cessaient de trembler, rendant chaque geste difficile, chaque seconde plus longue et plus douloureuse que la précédente. Les larmes coulaient sans qu'elle puisse les retenir, brouillant l'écran qu'elle serrait contre sa joue comme une bouée. Dans un coin de son esprit, une voix lui hurlait qu'elle devait fuir, qu'elle était en danger, mais son corps restait rivé à cette cuisine devenue théâtre de leur tragédie. Elle entendait au téléphone la voix calme d'une opératrice qui tentait de la rassurer, lui ordonnant de vérifier la respiration de Marc et de rester en ligne jusqu'à l'arrivée des secours. Léa jeta un coup d'œil à son mari étendu sur le sol, son visage devenu gris, sa poitrine se soulevant à peine dans un rythme irrégulier qui la terrifia. Elle murmura des excuses à mi-voix, comme si ces mots pouvaient apaiser le sort qu'elle n'avait jamais voulu provoquer. Chaque seconde de cette attente ressemblait à un supplice, et la maison entière semblait retenir son souffle, suspendue à ce fil fragile entre la vie et la mort. Léa comprit que plus rien ne serait jamais comme avant, que cette nuit scellerait leur destin à jamais. Léa entendit enfin la sirène des pompiers se rapprocher, le hurlement strident déchirant la nuit comme une promesse de salut ou un présage funeste. Elle ouvrit la porte en courant, guidant les secouristes jusqu'à la cuisine où Marc gisait, son corps secoué par des spasmes plus espacés mais toujours effrayants. Les uniformes rouges et le matériel médical emplirent la pièce, ramenant un semblant de vie dans cet endroit figé par la peur et la mort imminente. Léa resta en retrait, serrant ses bras contre elle pour ne pas s'effondrer, ses jambes tremblant sous le poids de l'horreur qui s'était abattue sur son couple. Les secouristes s'activèrent autour de Marc,
posant des électrodes et cherchant un pouls tandis que la voix d'un pompier appelait l'ambulance en renfort. Elle entendait des termes médicaux qu'elle ne comprenait pas, des chiffres, des ordres brefs, et le son des appareils qui bipaient rythmait le chaos de la scène. Léa fixait le visage de Marc, blême et inerte, se demandant si elle devait pleurer sa possible mort ou se réjouir d'avoir survécu à son piège. Un pompier lui jeta un regard plein de compassion avant de se concentrer sur les gestes d'urgence, tandis qu'un autre posait déjà des questions sur ce qui s'était passé. Le carrelage était taché de jus renversés et de vomissures, témoignant de la violence de la scène qui venait de se dérouler. Dans un coin de la cuisine, un verre renversé brillait sous la lumière crue, symbole muet de la trahison qui avait failli la tuer. À peine Marc fut-il stabilisé sur un brancard qu'un pompier se tourna vers Léa, bloc-notes en main, lui demandant d'une voix ferme et rapide ce qui s'était exactement passé avant son appel. Léa balbutia qu'ils prenaient un jus ensemble, qu'elle était rentrée plus tôt et qu'elle avait trouvé Marc en train de préparer la boisson, mais ces mots semblaient flotter dans l'air, déconnectés de la réalité. Chaque question creusait un peu plus la plaie béante de cette nuit, la forçant à revivre seconde par seconde le cauchemar dont elle aurait préféré s'éveiller. Elle vit dans les regards des secouristes un mélange de doute et de suspicion, comme si chacun se demandait si elle disait toute la vérité ou si elle cachait un rôle dans ce drame. Le silence pesait entre chaque réponse, rendant l'échange plus éprouvant encore qu'une torture physique. Léa tenta de rassembler ses souvenirs, de mettre de l'ordre dans ses pensées, mais sa voix se brisait dès qu'elle parlait de l'odeur étrange du jus ou du moment où Marc avait commencé à chanceler. Ses mains gesticulaient nerveusement, comme pour illustrer un récit qu'elle-même avait du mal à croire tant il paraissait irréel. Elle vit un secouriste hocher la tête tout en notant chaque mot, son expression impassible trahissant une prudence professionnelle. La cuisine, illuminée par les gyrophares bleus des véhicules garés devant la maison, devenait un décor de crime, un théâtre cruel où sa vie venait de basculer. Léa sentit alors qu'elle n'était plus simplement une victime, mais la principale témoin d'une tragédie qui la dépasserait bientôt. Dans l'ambulance, un médecin urgentiste préleva un échantillon du liquide encore présent dans le verre, qu'il plaça dans un sachet hermétique en échangeant un regard entendu avec un pompier. Léa observait la scène avec la sensation de flotter hors de son corps, comme si elle était spectatrice d'un film trop noir pour être réel, incapable de ressentir autre chose qu'une peur glaciale. Les secouristes posaient des questions techniques sur ce qu'elle avait bu, s'ils avaient mangé autre chose, mais elle ne savait plus démêler le vrai du faux dans le tumulte de son esprit. Le silence pesant à l'arrière de l'ambulance était seulement troublé par le bourdonnement du moteur et les bips des moniteurs qui affichaient les signes vitaux vacillants de Marc. Chaque vibration de la route semblait menacer de la faire exploser en sanglots, mais elle se força à rester droite, consciente que le pire n'était peut-être pas encore passé. La voix grave d'un médecin résonna enfin, annonçant qu'une substance suspecte avait été détectée dans le jus, ce qui justifiait l'ouverture immédiate d'une enquête policière. Léa sentit un froid l'envahir, ses mains devenues glacées malgré la chaleur étouffante de l'ambulance, et un sentiment d'irréalité plus fort encore la submergea. Elle jeta un regard au visage inanimé de Marc, un mélange de colère, de tristesse et de soulagement se disputant dans son cœur déjà meurtri. Elle comprit que ce simple verre de jus avait ouvert un gouffre qu'aucun retour en arrière ne refermerait jamais. L'ambulance accéléra alors sur l'avenue déserte, emportant avec elle les restes d'une confiance détruite et d'un mariage réduit en cendres. Arrivée au commissariat, Léa fut conduite dans une petite salle d'interrogatoire où la lumière blanche et crue accentuait sa pâleur et ses traits tirés. L'inspecteur, un homme à la voix grave et au regard perçant, lui demanda de relater chaque détail de la soirée, du retour à la maison jusqu'à l'arrivée des secours. Léa raconta son histoire d'une voix tremblante, décrivant l'odeur suspecte du jus, le sourire étrange de Marc et l'échange discret des verres qui avaient tout changé. Ces mots résonnaient comme des coups de poignard dans le silence glacé de la pièce, chaque souvenir réveillant la terreur qu'elle avait cru laisser derrière elle. L'inspecteur prit des notes sans jamais détourner les yeux, son visage impassible renforçant le sentiment que le moindre faux pas pourrait la condamner. À chaque question, Léa sentait la méfiance peser sur elle comme une chape de plomb, consciente que son récit semblait trop incroyable pour être cru sans preuve. Elle répétait qu'elle n'avait rien prémédité,
qu'elle avait seulement suivi son instinct en échangeant les verres, mais elle lisait dans le regard de l'inspecteur que le doute s'installait. Son esprit s'embrouillait sous la pression, chaque souvenir se mélangeant au suivant, rendant son témoignage plus confus qu'elle ne l'aurait voulu. Ses mains se serraient nerveusement sur le bord de la table, tentant de trouver un point d'ancrage pour ne pas sombrer. Elle comprit qu'elle devait se battre pour prouver son innocence dans un drame où elle avait failli devenir la victime silencieuse. À l'hôpital, les médecins confirmèrent la présence d'un mélange de somnifères puissants et d'un produit toxique dans le sang de Mark, un cocktail soigneusement dosé pour provoquer un arrêt cardiaque rapide. Les résultats furent transmis au commissariat, et l'information se répandit comme une traînée de poudre, donnant à l'affaire une dimension encore plus sinistre et incompréhensible. Léa, informée par un policier, sentit le sol se dérober sous elle en apprenant que ce poison aurait dû la tuer si elle n'avait pas échangé les verres. Elle revit alors chaque instant de la soirée avec une netteté terrifiante, consciente qu'elle avait échappé de justesse à un destin funeste planifié dans le moindre détail. La révélation du poison fit naître un mélange de colère et de désespoir qu'elle n'arrivait plus à contenir. Dans les couloirs de l'hôpital, elle errait comme une âme en peine, fuyant le regard des médecins et des infirmières qui chuchotaient sur son passage. La vision de Mark, branché à des machines, le visage livide et le corps immobile, la hantait comme un cauchemar dont elle ne pouvait se réveiller. Chaque bip des moniteurs médicaux semblait lui rappeler que la mort avait rôdé tout près, plus proche qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Elle sentait un gouffre se creuser entre elle et celui qu'elle avait aimé, un abîme que ni les explications ni les excuses ne pourraient combler. Léa comprit que même si Mark survivait, plus rien ne pourrait effacer la trahison gravée à jamais dans leur histoire. Contre toute attente, 2 jours après son admission, Mark ouvrit lentement les yeux dans sa chambre d'hôpital, son regard se perdant d'abord dans le vide avant de se fixer faiblement sur le plafond. Les médecins s'affairèrent autour de lui, surpris de le voir reprendre conscience malgré la gravité de l'empoisonnement et la faiblesse extrême de son corps. Léa, prévenue par le personnel soignant, entra dans la chambre avec une appréhension glaciale, incapable de savoir si elle espérait sa guérison ou sa perte définitive. Le silence entre eux fut plus lourd que n'importe quel cri, chacun conscient que leur vie ne pourrait plus jamais reprendre le cours qu'elles avaient connu. Les machines bipaient faiblement, comme pour souligner la fragilité de cet instant suspendu entre la vie et la mort. Mark cligna difficilement des paupières, ses lèvres s'ouvrant sur un souffle à peine audible, trop faible pour former un mot, trop chargé de culpabilité pour trouver un sens. Léa resta immobile, les bras croisés, le regard fixé sur cet homme qu'elle reconnaissait à peine, déchiré entre la compassion et la haine. Chaque seconde de ce face-à-face silencieux résonnait comme un jugement, les souvenirs heureux s'effondrant un à un sous le poids des mensonges et du poison. Le moindre mouvement de Mark lui rappelait le danger qu'il avait incarné, la proximité de la mort qui avait plané sur elle sans qu'elle n'en ait conscience. Elle comprit que ce réveil n'était pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre encore plus cruel et incertain. Au commissariat, un inspecteur apporta à Léa un document qui la fit vaciller, une copie d'un contrat d'assurance vie signé une semaine plus tôt, où elle apparaissait comme assurée et Mark comme unique bénéficiaire. Elle lut et relut les lignes froides du contrat, la date, la signature qui ressemblait trait pour trait à la sienne, info si habile qu'elle en eut le vertige. Cette découverte glaça son sang, révélant que tout avait été planifié avec une précision diabolique, jusqu'à sa mort censée paraître accidentelle pour déclencher le paiement. L'idée que Mark ait pris le temps de monter ce plan ignoble alors qu'il la regardait chaque soir avec des yeux soi-disant aimants la rendit nauséeuse. Elle sentit son monde s'effondrer, réalisant qu'elle n'avait jamais connu l'homme avec qui elle partageait sa vie depuis des années. Ses jambes se dérobèrent presque sous elle, mais elle se raccrocha à la table d'interrogatoire pour ne pas tomber, ses larmes brûlantes lui brouillant la vue. L'inspecteur poursuivit d'une voix neutre, détaillant comment le contrat avait été validé avec une pièce d'identité copiée et un compte bancaire où les primes étaient déjà prélevées. Chaque mot frappait Léa comme un coup de couteau, renforçant le sentiment d'avoir dormi auprès d'un monstre qui avait scellé sa condamnation sans le moindre remords. Elle voyait défiler les scènes de leur quotidien, chaque baiser, chaque sourire, désormais teinté du mensonge le plus cruel. Dans ce bureau glacé, elle comprit qu'elle n'était plus seulement victime d'une tentative de meurtre, mais prisonnière d'une trahison sans limite.
Un policier entra alors avec une clé USB contenant des enregistrements de caméras de surveillance du quartier, révélant Mark sortant d'une pharmacie connue pour délivrer des substances réglementées. Les images montraient son visage fermé, son pas rapide et la fiole qu'il glissait dans sa poche en quittant la boutique, preuve irréfutable de ses intentions funestes. Léa resta figée devant l'écran, chaque image la frappant comme une gifle, rendant tangible l'horreur qu'elle refusait encore d'admettre au fond d'elle. Elle voyait l'homme qu'elle croyait aimer acheter sa mort avec un calme terrifiant, comme s'il s'agissait d'une simple course quotidienne. Les policiers se regardèrent, conscients que cette découverte allait précipiter la suite de l'enquête vers une issue implacable. Léa sentit une nausée la submerger en réalisant que Mark avait tout organisé sans jamais éveiller le moindre soupçon, jouant à la perfection son rôle de mari aimant. Chaque seconde de ces vidéos confirmait la duplicité d'un homme prêt à franchir toutes les limites pour s'enrichir sur sa disparition. Elle se rappela ses doutes, ses insomnies récentes, et comprit qu'elle avait ressenti le danger sans pouvoir le nommer. Le policier referma l'ordinateur d'un geste sec, la ramenant brutalement à la réalité de cette enquête qui la dépassait. Elle sut alors que la vérité ne pourrait plus être étouffée, que la justice devrait désormais suivre son cours jusqu'au bout. L'enquête révéla ensuite un passé que Léa n'aurait jamais imaginé. Mark était criblé de dettes de jeu, ayant contracté des emprunts auprès d'usuriers violents, et avait tenté de les rembourser en usurpant son identité. Les enquêteurs retrouvèrent des courriels et des documents falsifiés où Mark avait imité la signature de Léa pour demander des crédits à la consommation en son nom, la plaçant au bord de la ruine sans qu'elle le sache. Cette révélation acheva de briser ce qu'il restait de confiance, transformant la douleur de la trahison en un gouffre de rage et de peur qui la dévorait. Elle comprit que Mark n'avait pas seulement tenté de la tuer, mais qu'il avait méthodiquement détruit sa vie financière et son honneur. Chaque nouvelle preuve la plongeait plus profondément dans l'horreur d'un scénario qu'elle n'aurait jamais pu inventer. Léa se revit quelques mois plus tôt, s'étonnant de retraits étranges sur leur compte commun, de factures inattendues qu'il expliquait avec des excuses rassurantes et des sourires trompeurs. Elle comprit que chaque mot doux, chaque étreinte, avait servi à masquer son plan minutieux, que rien n'était le fruit du hasard. Les policiers détaillèrent la liste des créanciers prêts à venir réclamer leur dû, confirmant qu'elle aurait été poursuivie pour des sommes astronomiques après sa disparition. Sa gorge se serra à l'idée d'avoir failli mourir et laisser derrière elle un cauchemar financier pour sa famille. Elle jura alors, dans un murmure inaudible, qu'elle se battrait pour que Mark réponde de chacun de ses crimes. Les enquêteurs découvrirent sur le téléphone de Mark une série de messages échangés avec une femme mystérieuse où il parlait de la « solution finale » pour se débarrasser de Léa. Ces conversations détaillaient étape par étape le plan, depuis l'achat du poison jusqu'à la mise en scène de sa mort comme un accident domestique. Léa lut ces messages avec horreur, comprenant qu'elle n'était pas seulement trahie, mais qu'il existait une complice dans l'ombre prête à prendre sa place. Chaque mot était un coup de poignard, confirmant la haine froide que Mark lui portait sous son masque de mari attentionné. Elle sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds, anéantie par cette vérité plus terrible qu'aucun cauchemar. Son cœur battait si fort qu'elle crut s'évanouir, chaque phrase des messages résonnant comme une sentence irréversible. Les policiers l'entouraient, attentifs à la soutenir tant elle paraissait vaciller à chaque nouvelle révélation. Léa se revit dans leur lit conjugal, ignorant qu'il écrivait ces messages à celle qui voulait sa mort, la rage montant en elle comme un incendie. Elle comprit que l'amour qu'elle croyait partager n'était qu'une illusion orchestrée pour la détruire. Les larmes brûlantes qu'elle refoulait coulèrent enfin, libérant toute la douleur accumulée. Seule dans la salle d'attente de l'hôpital, Léa serrait ses mains à en faire blanchir ses jointures, le regard fixé sur le sol tandis que des pensées sombres envahissaient son esprit. Elle revivait chaque instant de son mariage, chaque sourire qu'il lui avait offert, désormais teinté de trahison et de mensonges. La colère grondait en elle comme un volcan prêt à exploser, mais elle la retenait, consciente qu'elle devait rester forte pour affronter ce qui l'attendait. Sa respiration était saccadée, son corps tremblait légèrement, mais elle refusait de céder à la panique ou au désespoir. Léa sentait qu'elle n'avait plus le droit de faiblir, pas maintenant. Les bruits du couloir, les pas précipités des infirmiers et les bips des machines accentuaient son sentiment d'oppression. Elle fixait la porte de la chambre de Mark,
sachant qu'elle devrait bientôt l'affronter, porter le poids de la vérité face à celui qui avait voulu sa mort. Chaque seconde d'attente amplifiait sa rage et sa douleur, transformant l'amour qu'elle avait ressenti en une haine qu'elle ne reconnaissait pas. Elle serra les dents, se promettant de ne pas le laisser s'en sortir sans payer pour le mal qu'il avait causé. Léa comprit que sa vie d'avant venait de disparaître à jamais. Quand Léa entra dans la chambre, Marc la regarda d'un air hagard, ses yeux encore embués par la douleur et les sédatifs. Elle s'avança lentement, chaque pas résonnant dans la pièce comme un glas, et s'arrêta au pied du lit où il gisait, faible et vulnérable. Elle inspira profondément, puis murmura d'une voix glaciale qu'elle savait tout, chaque détail de son plan, chaque mensonge qu'il avait si habilement construit. Marc détourna le regard, ses lèvres tremblant, incapable de soutenir le poids de sa propre honte face à la femme qu'il avait voulu détruire. Le silence entre eux était plus coupant qu'une lame, lourd de révélations. Léa s'assit sur la chaise près du lit, ses mains jointes, la fixité de son regard forçant Marc à affronter la réalité de ses actes. Elle sentit qu'il n'y avait plus de place pour la pitié, que le temps des explications était révolu et que seule la vérité comptait désormais. Les souvenirs de leurs moments heureux la traversèrent comme des ombres, se dissipant aussitôt dans la lumière crue de la trahison. Elle se leva finalement, s'éloignant sans un mot, laissant derrière elle l'homme brisé qu'elle n'aimait plus. Léa sut alors que la guerre venait de commencer. Marc, étendu sur son lit d'hôpital, baissa les yeux dès que Léa prononça les mots qui confirmaient qu'elle savait tout, son visage blême trahissant une peur qu'il ne parvenait plus à dissimuler. Le silence emplit la pièce, lourd et oppressant, chaque seconde semblant étirer l'instant dans une éternité où aucun des deux ne pouvait fuir. Léa, droite et impassible, le fixait comme s'il était déjà un étranger, incapable de ressentir encore la moindre tendresse pour cet homme qui avait voulu la tuer. Marc tenta d'ouvrir la bouche, mais aucun mot ne franchit ses lèvres, le poids de ses crimes le clouant au silence. Elle comprit alors que ce mutisme valait toutes les confessions du monde. Elle se sentit soudain étrangement forte, comme si ce silence coupable lui rendait le pouvoir qu'il lui avait volé avec ses mensonges. Dans le couloir, les pas des infirmières semblaient lointains, presque irréels, tant la tension entre eux rendait l'air irrespirable. Léa inspira lentement, savourant ce moment où la vérité dominait enfin le mensonge, où elle reprenait le contrôle de sa vie. Marc, lui, restait immobile, son regard fuyant trahissant une peur viscérale face à celle qu'il avait sous-estimée. Léa quitta la chambre sans un mot de plus, laissant Marc seul face à ses remords. Dès que l'état de Marc permit un transport, 2 policiers entrèrent dans sa chambre d'hôpital, leurs visages fermés, et lui signifièrent son arrestation pour tentative de meurtre avec préméditation. Léa, postée dans le couloir, vit les menottes se refermer sur les poignets de Marc, son visage blême se décomposant sous le choc de la réalité qui s'abattait sur lui. Elle sentit une étrange sensation de soulagement la traverser, comme si le cauchemar trouvait enfin un point d'arrêt. Le cliquetis métallique des menottes résonna dans le silence, marquant la fin de son emprise sur elle. Les policiers escortèrent Marc, désormais prisonnier de ses propres crimes. Léa observa la scène sans détourner le regard, son cœur battant à un rythme nouveau, non plus sous l'emprise de la peur, mais d'une détermination féroce. Chaque pas des policiers résonnait comme une victoire, un rappel qu'elle avait survécu et qu'elle s'était battue pour rester en vie. Les infirmières, témoins muettes de la scène, s'écartaient respectueusement, comme si elles comprenaient la gravité du moment. Marc, menotté, ne tenta même pas un dernier regard vers elle, trop écrasé par la honte et la défaite. Léa sut alors qu'elle venait de reprendre possession de son destin. Les semaines suivantes, l'affaire fit la une des journaux, les titres scandant l'histoire de Léa, la femme qui avait survécu à un empoisonnement orchestré par son propre mari pour toucher son assurance vie. Les caméras se massèrent devant le tribunal, captant chaque entrée, chaque sortie, chaque expression figée sur le visage de Léa qui avançait avec dignité. À l'intérieur, la tension était palpable, les bancs du public remplis de journalistes et de curieux avides de détails sur ce drame conjugal devenu affaire nationale. Marc, assis dans le box des accusés, affichait un air vide, comme s'il n'assumait déjà plus ses actes. Le juge, impassible, rappela la gravité des charges dans un silence glaçant.
Léa prit place dans la salle d'audience, son regard fixé sur Marc, déterminée à ne pas détourner les yeux une seule seconde de celui qui avait voulu sa mort. Les flashs des photographes illuminaient par intermittence son visage, capturant la douleur et la force mêlée qui l'habitait. Chaque témoignage des experts confirmait la préméditation, chaque preuve accablante était exposée devant tous. Léa sentit le poids de l'attention publique, mais trouva dans cette exposition une énergie nouvelle pour affronter cette dernière épreuve. Elle sut que sa voix serait entendue, et que la justice allait enfin rendre son verdict. Quand ce fut son tour de témoigner, Léa s'avança à la barre, ses mains légèrement tremblantes, mais son regard d'acier fixé sur le juge et le jury. Sa voix, d'abord hésitante, se fit plus ferme à mesure qu'elle racontait chaque détail de cette nuit où sa vie avait basculé, de l'odeur suspecte du jus au visage livide de Marc. L'émotion la submergea quand elle évoqua la peur qui l'avait paralysée, la certitude de mourir et la douleur de comprendre que l'homme qu'elle aimait voulait sa mort. La salle resta suspendue à ces mots, le silence seulement rompu par ces sanglots qu'elle maîtrisait tant bien que mal. Chaque phrase prononcée par Léa sonnait comme une sentence, imposant à tous la vérité de son calvaire. Marc, assis dans le box des accusés, gardait la tête baissée, incapable de soutenir le récit implacable de sa femme qui dévoilait son plan sordide. Léa sentit sa gorge se serrer à plusieurs reprises, mais trouva la force de continuer, consciente que sa voix pouvait sauver d'autres femmes d'une violence silencieuse. Les avocats, le juge et le public semblaient figés, saisis par la sincérité brute de ces mots qui peignaient un tableau sans appel de la trahison. Léa conclut son témoignage dans un souffle, affirmant qu'elle ne cherchait pas la vengeance, mais la justice pour ce qu'elle avait enduré. Elle regagna sa place sous les regards admiratifs, sentant qu'elle venait de reprendre la maîtrise de son histoire. Après plusieurs jours d'audience, le juge se leva et annonça dans un silence pesant le verdict qui scellerait le destin de Marc, le condamnant à 20 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre aggravé. Léa sentit une vague d'émotions contradictoires la traverser, entre soulagement, tristesse et un vide étrange qu'elle ne parvenait pas à combler. La salle d'audience resta figée quelques secondes, comme si chacun mesurait la gravité de la sentence qui venait de tomber. Marc, livide, n'opposa aucune résistance quand les gardiens l'entraînèrent hors du tribunal, le bruit de ses chaînes marquant la fin de son règne de terreur. Léa, elle, se redressa, consciente que son combat venait d'aboutir, même si la cicatrice resterait à jamais gravée. À la sortie, des journalistes l'entourèrent, mais elle ne trouva pas la force de parler, ses larmes silencieuses parlant pour elle mieux que n'importe quel mot. Elle posa la main sur son cœur, comme pour s'assurer qu'il battait encore malgré les épreuves endurées, et s'éloigna du palais de justice avec une dignité nouvelle. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait d'une vie sans chaîne, d'un futur qu'elle pourrait enfin construire sur des bases solides. Léa sut qu'elle ne serait plus jamais la même, mais que cette douleur lui avait aussi offert une force qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle leva les yeux vers le ciel, déterminée à se reconstruire malgré tout. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de démarches administratives, de rendez-vous chez le psychologue et de nuits blanches hantées par des souvenirs qu'elle aurait voulu effacer. Léa découvrait chaque jour l'ampleur des dégâts laissés par Marc, entre dettes et procédures, et comprit que la reconstruction ne serait pas seulement émotionnelle, mais aussi matérielle. Elle se força à avancer pas à pas, trouvant dans les petites victoires quotidiennes un courage qu'elle pensait perdu à jamais. Ses proches, jusque-là tenus à l'écart pour sa sécurité, revinrent autour d'elle, formant un cocon protecteur qui lui redonnait espoir. Léa réalisa qu'elle n'était pas seule et que la solidarité pouvait être une arme puissante contre la douleur. La thérapie l'aida à affronter ses cauchemars, à poser des mots sur la peur et la trahison, à se réapproprier une histoire qu'elle refusait de laisser définie par Marc. Elle recommença à sourire, timidement d'abord, puis avec une sincérité nouvelle, découvrant que la vie pouvait encore lui offrir des instants de douceur. Les promenades solitaires dans le parc, les discussions avec son thérapeute et les rires partagés avec sa sœur devinrent ses remèdes quotidiens. Léa apprit à pardonner à elle-même de n'avoir rien vu venir, de s'être laissée tromper, sans jamais excuser le monstre qu'était Marc. Elle sut alors que la guérison serait longue, mais qu'elle avait déjà franchi le plus grand des obstacles. Des mois plus tard, Léa emménagea dans un petit appartement lumineux,
loin de la maison qui avait été le théâtre de son cauchemar, et sentit un souffle de liberté l'envahir. Elle repeignit chaque mur elle-même, choisissant des couleurs douces qui apaisaient son esprit et lui rappelaient qu'elle était enfin maîtresse de son espace. Chaque meuble qu'elle installait symbolisait une étape de sa reconstruction, une preuve tangible qu'elle reprenait possession de sa vie. Les premières nuits furent encore agitées, peuplées de souvenirs douloureux, mais le silence de son nouveau chez-soi devint peu à peu un refuge. Elle réalisa qu'elle avait survécu non seulement à la trahison, mais aussi à la peur, et qu'elle pouvait désormais s'autoriser à rêver. Ses journées s'emplirent de projets simples, cuisiner un plat qu'elle aimait, inviter ses amis, reprendre la lecture de romans qu'elle avait abandonnés depuis trop longtemps. Léa souriait plus souvent, retrouvant un éclat dans son regard que même ses proches croyaient perdu pour toujours. Elle se promit de ne plus jamais ignorer son instinct, de ne plus tolérer le moindre signe de manipulation ou de mensonge dans sa vie. Ses pas la menaient chaque jour un peu plus loin de ce passé sombre, vers une existence où elle se sentait enfin en sécurité. Léa comprit qu'un nouveau chapitre commençait, et qu'elle en serait l'unique auteure, forte de toutes les épreuves qu'elle avait surmontées.